Bonjour chers amis, nous sommes en direct de la librairie Kléber ce soir pour vous présenter deux auteurs de la maison d'édition Vibration qui sont Sylvie Wojcik, qui est la primo-romancière de Le chemin de Santa Lucia, que je vous montre, mais aussi Valère Kaletka, que vous connaissez pour certains déjà, qui nous a fait l'honneur déjà de venir ici, pour un quinquagénèse. Quinquagénèse, il faut le souligner, qui a fait partie de la sélection de la SGDL l'an dernier et qui a été parmi les 6 sélectionnés du prix Révélation Poésie. Alors on va commencer dès maintenant et entrer dans le vif du sujet. Deux auteurs au parcours différents et on va essayer de mieux les connaître. Sylvie, pourriez-vous dire un mot sur qui vous êtes ? Alors, Sylvie Wojcik, je suis strasbourgeoise, traductrice de formation, traductrice non pas littéraire, mais plutôt dans les domaines techniques et économiques. Voilà, et j'ai commencé à écrire il y a une quinzaine d'années à peu près, des textes. Je me suis lancée il y a quelques années dans l'écriture de nouvelles, et puis d'une nouvelle un peu plus longue qui est devenue un roman, Le chemin de Santa Lucia, qui est paru en avril. Et qui a rencontré son éditeur, donc voilà, c'est bien. Il a réussi à séduire l'éditeur. Alors vous, Valère, rappelez-nous d'où vous venez, qui vous êtes, pourquoi quinquagénèse ? Alors, donc Valère Kaletka, j'ai 52 ans, je suis strasbourgeois également, et puis une dimension artistique prononcée, et puis un peu versatile, c'est-à-dire j'écris, je fais de la musique beaucoup, donc compositeur, auteur, interprète. Et j'ai rencontré mon éditeur également avec un ouvrage qui s'appelle Quinquagénèse et qui est en fait le processus de maturation entre 44 ans et 50 ans. Il se passe beaucoup de choses dans la tête d'un jeune mâle qui frise la cinquantaine. C'est pas toujours très agréable, c'est pas toujours très joli. Et c'était... Bon, il n'y a pas que du lait, hein, mais... Donc c'était intéressant, il y a très beau texte. Voilà, et c'était intéressant d'essayer de le matérialiser. Merci Valère. Alors j'en reviens à Sylvie. Sylvie, on va parler un peu de l'identité dans un premier moment, puisque le roman dont vous allez un peu décrire l'intrigue présente un personnage qui est double. Pourriez-vous en parler un peu plus ? Chemin de Santa Lucia, un personnage principal, mais qui a une identité double. Alors, le chemin de Santa Lucia, c'est l'histoire de Marco, donc, qui vit sur une île de la Méditerranée, dans un endroit assez isolé, dans le maquis, et qui va perdre brutalement ses parents. Ses parents vont être assassinés, et lui-même échappera de peu aux assassins de ses parents. Il va être recueilli par une vieille femme, Teresa, qui va l'élever comme son propre enfant. Mais Marco aura toujours cette douleur de la perte de ses parents et aussi la douleur liée au fait qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé, on ne lui dit pas pourquoi ses parents ont disparu, qui ils étaient, etc. Donc il va se lancer dans une quête de vérité et pour cela il va être obligé de quitter donc, son île, son milieu, sa terre natale, son maquis, pour se rendre au loin, pour se rendre sur le continent à Paris. Et là, pour essayer de trouver ce qu'il cherche, il va être obligé de changer d'identité, de prendre l'identité de Julien, un jeune étudiant en droit. Brillant. Et donc ce sera son parcours, l'histoire de son parcours, plus c'est peut-être un peu une histoire de vengeance ou d'une enquête policière, mais c'est surtout le parcours de ce personnage qui a un lourd passé et qui devra se construire. Alors, il est entendu que Le chemin de Santa Lucia n'est pas un roman policier. Il a été mis dans la collection blanche de Vibration. C'est vraiment un roman, une fiction, où des personnages vont se rencontrer et de ces rencontres vont naître des bouleversements. Voilà. Donc, nous avons un happy end, ça c'est quand même important de le souligner. Mais la trame est quand même assez dramatique. Hein. Oui, parce dramatique au sens de drame. Oui, parce qu'il est sans cesse tiraillé par ses doutes, sa culpabilité, sa soif de vengeance, et en même temps, il va être marqué par les rencontres qu'il fera en tant que Julien, les rencontres du moment présent,
Et le livre explique un peu comment tout ça se tresse et finalement se dénoue à la fin. Ouais, merci Sylvie. Donc c'est un très beau roman. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir quand je l'ai découvert, quand vous nous l'aviez adressé. Et comme vous savez, on publie que peu de romans par an. Il a fait partie de notre sélection au comité de lecture de Vibration. Alors revenons sur la question de l'identité, qui est peut-être plus ou moins liée avec la question de la conscience, telle qu'était annoncé l'événement. Valère, l'évolution de l'être, de l'homme que vous êtes, est-ce que l'identité change à partir d'un certain moment? Est-ce qu'on en a conscience, pas conscience? Est-ce que vous pourriez parler un peu justement de ce que vous racontez dans ce recueil de poésie, qui est assez fourni en texte, et qui décrit beaucoup de différentes situations de votre vécu tout de même? La complexité chez moi est que la dualité, la dichotomie a été large, profonde et manifeste très tôt. C'est-à-dire qu'il y a toujours, disons que le jour, je suis une fourmi qui travaille dans le domaine de la logistique, et dans un domaine pour lequel je n'ai aucune accointance, donc qui me nourrit mais qui me délite. Et la nuit, les week-ends, voilà, je suis là fondamentalement une cigale qui a besoin d'écrire, de chanter, de jouer. Et alors donc forcément, quand on est écartelé avec une telle sauvagerie, forcément ça fait des dégâts. Vers quelle route se diriger? Quelle part de soi peut-on assumer? Dans quelle mesure? Quelles limites poser? Et donc tout cela transparaît, j'ai essayé de le faire transparaître dans cet ouvrage et dans ces textes. Voilà, donc l'évolution, elle est compliquée déjà à la base. Et en plus, vous avez, décennie après décennie, eh bien, toutes les couches qui se superposent de nos propres évolutions familiales, personnelles, professionnelles, etc. C'est un peu l'inventaire qui se fait progressivement. C'est une espèce de... J'ai tendance à dire que c'est un procès qui s'instruit avec des dossiers à charge et à décharge. Voilà, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan et c'est progressivement, ça s'installe progressivement à partir de 45 ans. Et puis on se dit qu'à 50 ans, on fera le bilan, un premier bilan intermédiaire. Bon, c'est un beau bilan, du reste. Oui. Alors, quelqu'un disait, c'est le moment de se demander si on a une Rolex ou pas à 50 ans. J'ai pas de Rolex, donc pour autant, est-ce que j'ai raté ma vie? Mais j'ai qu'un quinquagénaise. Oui, donc voilà. Donc c'est une double difficulté. Donc si je vous entends bien, en fait, quinquagénaise, c'est une sorte d'archéologie de votre existence. Oui, mais elle est très commune. Elle est très commune à la plupart d'entre nous. C'est les regrets, c'est les joies, c'est la mémoire qui s'articule et qui se désarticule. Plus on avance en âge, plus on a tendance à se retourner. Alors, certains arrivent à ne jamais se retourner, et grand bien leur face, parce que je pense que c'est beaucoup moins de douleur et beaucoup moins de questionnements stériles ou inutiles. Mais enfin, moi, j'y parviens pas. Donc, des retours incessants sur le passé, sur ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu mieux faire ou ne pas faire. Voilà, c'est principalement ces marqueurs-là que je positionne à travers ces textes. Merci Valère. Alors, ça me permet de faire quand même une jonction avec Julien Marco. Qu'est-ce qui vous a poussé, Sylvie, à penser l'identité? Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée de l'identité et de la dualité de ce personnage? Est-ce que c'est l'identité et est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse dans l'existence, ou vous posez des questions également? Non, pas vraiment. En fait, c'est venu assez naturellement quand j'ai commencé à écrire. De par le fil de l'histoire, il fallait trouver un peu une solution pour que Marco trouve ou ne trouve pas et qui s'épanouisse aussi avec tout ça. Et donc, j'ai trouvé ce deuxième personnage qui est pas vraiment un double, mais qui est plutôt complémentaire. D'accord. Et qui vient s'ajouter à Marco pour lui apporter d'autres choses, et puis aussi peut-être d'autres rencontres que Marco n'aurait pas faites s'il n'avait pas été Julien. Et pour moi, c'est un seul personnage. J'ai pas vraiment voulu parler de la double personnalité ou de choses comme ça sur un plan psychologique. C'était plutôt
pour l'intrigue, pour faire avancer l'intrigue, et c'est venu assez naturellement au fil de l'écriture. Alors, ce que je retiens tout de même de cette lecture, c'est qu'il y a il y a ce personnage qui a deux identités, une qui est très policée, éduquée, qui vit donc à Paris, et puis l'autre qui est quand même un peu plus sauvage, enfin, si je puis me permettre ce terme-là, lorsqu'il est sur son île, ou lorsqu'il va y retourner, avec un esprit de vengeance qui est assez redoutable, en fait. Oui, c'est-à-dire que Marco est baigné dans cette culture et cette tradition, et c'est ce qui... De la vendetta. De la vendetta, et c'est aussi individuel, mais quand même influencé par le milieu, parce que finalement, il va vouloir venger ses parents lui-même, enfin, c'est lui qui décide. Il aurait très bien pu rester sur l'île ou trouver une autre solution, et il a pris de lui-même un engagement avec quand même l'influence d'autres personnes, en pensant que cet engagement allait l'aider à résoudre ce problème. Et effectivement, il est né, il a grandi dans un milieu magnifique aussi, mais assez dur, mais avec quand même beaucoup d'amour et d'affection. Par exemple, par cette Teresa, femme qui quand même, le nourrit de son amour, essaye de le faire sortir je dirais, justement de ce cycle de vengeance en retour du premier crime, et pourtant ça ne fonctionne pas tout à fait. Oui, c'est une femme qui est très pieuse, qui est très respectueuse des autres, etc., mais elle n'arrive pas à l'engager dans cette voie, et bon, comme il est adolescent, il est rebelle, il est... tout ça, donc il voudra choisir sa voie à lui, et qui sera peut-être pas la mauvaise voie, finalement. D'accord. Et alors je voudrais poursuivre sur le chemin de Santa Lucia en parlant de votre géographie, la géographie que vous avez choisie dans ce roman. Donc ça se passe sur une île, mais on ne dit pas laquelle. Ça pourrait être la Sardaigne, ça pourrait être la Corse, par exemple, ou une autre dont j'ignorerai le nom. Et puis, ça se passe à Paris. Donc, c'est quand même deux lieux très différents. Et pourquoi ce choix de Paris et puis une île un peu désertique? En fait, moi, je suis très influencée par la géographie, par les endroits. Et comme je marche beaucoup, j'ai beaucoup l'inspiration me vient en marchant, essentiellement. Donc, cette histoire m'est venue de là. Et donc pour l'île de la Méditerranée, ça pourrait se passer n'importe où, parce que c'est plus l'histoire du personnage que l'histoire d'une région, oui, ou d'un peuple ou quoi que ce soit. Et mais c'est vrai que Paris, bon, moi je suis assez attachée à Paris parce que j'y ai vécu quand j'étais plus jeune. Et donc je voulais aussi intégrer Paris dans ce récit et tout ce que Paris peut apporter à un jeune de cet âge-là, un étudiant, de l'insouciance, de la fraîcheur, etc. D'accord, merci. Alors je vais revenir à Valère, parce que je viens de parler de géographie, et il m'attend au tournant. Il sait très bien que j'ai une question habituelle, c'est la question qui a trait avec un de ses poèmes qui s'intitule Oulan-Bator. Alors d'Oulan-Bator à Wattwiller, quel est votre choix, Valère? Que préférez-vous? Pourquoi Oulan-Bator? De façon très pragmatique, Wattwiller, puisque j'en viens. Et Oulan-Bator, c'est simplement l'appel du voyage. Voilà, c'est un des constats qu'on est amené à faire à ce degré de maturation. C'est qu'on n'a pas assez voyagé. Voilà, on avait d'autres choses, hein, c'est d'autres choix. Mais aujourd'hui, j'estime ne pas avoir assez voyagé. Et puis forcément, on a une petite tendance à le projeter en texte. Et puis se dire tout simplement que le dernier tiers du voyage, puisque bon, on va se souhaiter un dernier tiers, à minima, sera consacré à la découverte d'autres espaces, d'autres cultures et d'autres sensibilités. Voilà. Donc les voyages forment la cinquantaine. Ouais, et pas que la jeunesse. Ouais. Est-ce que vous voudriez bien nous faire découvrir un premier poème dont le titre est Les mots propres? Oui, je veux bien. Merci. Un verre d'herbe rieuse torréfiée par le roulis du ruisseau.
un soleil jaune satiné par des nuages à froufrou, gai, sirop, chantant, sirop, serein. Enfin, quelques mots propres. J'aime les mots propres, mes ennemis me fuient. Je les renifle en frottant mes yeux rougis par le lait qui s'en découle. J'ai du mal à les catcher, et quand j'en tiens un mot propre, aussitôt il me faut le salir à vil eau, et vil eau, servile eau. Sans doute suis-je sale, intrinsèque, blêt et farineux, trop en saturation pour souffrir les mots propres. Les polir, célébrer, porter au nu leur champ large et lustré. Imbibés d'acidité, ils convulsent et meurent dans d'abominables souffrances sémantiques, sans mentir. J'aimerais les savoir garder hauts et doux, luisants comme des truites au sortir de l'onde, palpitantes comme des chimères, onctueux comme des brushings, pagnolisants un peu. Les mots propres sont niais quand ils sont usurpés. Merci Valère. Merci. Alors je reviens à Santa Lucia, au chemin, chère Sylvie. Le choix de ce genre, d'où vient-il? Alors vous l'avez dit en introduction, que vous écriviez des nouvelles, mais là, pour le coup, c'est plus une nouvelle, c'est quand même un roman. Alors d'où vient ce goût de la nouvelle, et peut-être d'une nouvelle longue ou d'un roman court? Je ne sais pas comment vous préférez l'intituler. Moi, je le voyais au départ comme une nouvelle, mais comme il a été un peu étoffé, donc il est devenu un roman, mais il est peut-être plutôt un récit, tout simplement. C'est venu comme ça. J'ai commencé à écrire le début de l'histoire, et ça s'est poursuivi. J'ai pas eu vraiment de choix, j'ai pas vraiment décidé d'écrire un roman, d'écrire de la poésie, de pas écrire de la poésie ou d'écrire. C'est venu comme ça parce que j'aime bien aussi raconter, écrire une histoire, mettre en scène des personnages, inventer des personnes. Et voilà. Et vous êtes une grande lectrice également? Oui, j'aime beaucoup. Vous lisez beaucoup? Oui. Et quels sont les ouvrages que vous aimez lire, en fait, ou les types les genres littéraires que vous affectionnez? Moi, j'aime beaucoup la littérature classique, 19e siècle, oui. Zola, par exemple. Enfin, ça, c'est récurrent depuis que je suis très jeune. Et pour les auteurs contemporains, je lis beaucoup, par exemple Le Clésio, Laurent Godet, que j'aime beaucoup, ses romans, tous ses romans. Voilà. Héry de Luca aussi. Voilà. Merci. Et vous, Valère, vous lisez quoi? Quelles sont vos lectures favorites? Des ouvrages de logistique et de transport. Oui, j'ai plus trop le temps de lire, malheureusement. Enfin, j'ai une pile comme ça qui attend, mais dominante historique, c'est une passion. Ah oui, vous êtes passionné de généalogie. Oui. Un peu de poésie, mais des classiques essentiellement. Voilà. Je me rends compte avec l'âge, et je crois que c'est Brel qui disait dans une interview assez célèbre, qu'il n'osait plus lire ou même écouter quoi que ce soit, non par prétention, mais parce que s'il le fait, il arrête instantanément d'écrire, que ce soit du texte ou de la musique. Voilà, tellement il a du mal à porter ses propres... il avait du mal à porter ses propres œuvres à ce stade de sa vie. Voilà, donc non, mais... voilà, qu'est-ce que j'ai... je vais lire Le chemin de Santa Lucia, de Vassili Wojcik. Voilà, ça c'est dans le pipe, comme on dit. Ah oui, alors donc nos auditeurs auront remarqué que vous portez tous les deux des noms à consonance polonaise, mais toute ressemblance est tout à fait fortuite, hein, puisque Wojcik et Kalecka sont effectivement d'origine polonaise, mais pas pour les mêmes raisons. Vous, Sylvie, c'est parce que c'est votre nom de marital? Le nom de mon mari. Oui, voilà. Je n'ai pas moi-même d'origine polonaise. Et vous, Valère, plutôt moi, j'en ai, oui, c'est mes grands-parents paternels qui se sont installés en France avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la semaine dernière, on avait André Cabaret, qui est, lui, originaire de Russie. Hein. Il avait une grand-mère aussi de Russie. Voilà, donc on est assez ouvert sur l'Est. Je vois ça. Comme tout le monde le sait, il n'y a qu'à voir les titres de nos ouvrages, hein, et les collections bilingues russes qu'on fait aussi. À quand le polonais? On verra. Est-ce que, Sylvie, vous seriez disposée à nous lire un premier extrait du chemin de Santa Lucia?
D'un pas décidé, Julien traverse le parvis de Notre-Dame. La messe du soir n'est pas encore commencée. Il entre et allume un cierge, puis un second. Dans l'une des flammes scintille comme un mirage le visage de Teresa. La lumière est douce, apaisante. L'autre flamme est vive, rouge, comme le feu, comme le sang. Julien a mal. Les coudes sur les genoux, il recouvre son visage de ses mains en appuyant fort du bout des doigts sur ses sourcils. Cette journée a tout fait chavirer en lui. Des souvenirs clairs et précis lui reviennent en rafale. Mon petit homme, dernier mot, dernière syllabe, qui 15 ans après retentissent toujours aussi fort et aussi clair. Dernier mot de cette femme qui portait de longues jupes à fleurs et marchait toujours pieds nus, ma mère. Ce jour-là, elle porte un pantalon kaki et une chemise grise, avec une large ceinture noire et une boucle qui me fait mal au ventre, tellement elle me serre contre elle. Puis plus rien d'elle, plus rien d'eux, jamais. Pas un objet, pas une photo, pas même un coin déchiré de la couverture en patchwork que maman glissait sur moi les soirs d'été, que je pourrais toucher avant de m'endormir, aujourd'hui encore, pour rêver d'eux, pour ne pas les oublier. Tout est parti dans les flammes, mes jouets, mes joies, mes pleurs, tout a été dévoré par le feu, par la haine. Marco, prie pour eux. C'est ce que tu me disais toujours, Teresa. Prie, ils sont là, ils nous voient de là-haut. Ne cède pas à la violence. Je sais, Teresa, toi tu peux, mais moi je n'ai jamais pu prier. Teresa, dis-moi quelque chose, fais-moi un signe. Tu es si loin, tout est si confus dans ma tête. Ces hommes, il faut pourtant que je les trouve. Il faut que je leur fasse payer. Non, ce n'est pas la solution. Mais alors la solution, c'est quoi? Le pardon, Marco. Non, je ne peux pas. Essaie. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Teresa, j'aimerais tant te ressembler. J'aurais peut-être dû t'écouter, ne jamais partir, rester près de toi. Je ne sais pas. Sois patiente, je reviendrai vite. Merci. Et si on poursuivait cette lecture par un autre texte de Quinquagenèse? Marco Julien n'a pas encore 50 ans, il est bien plus jeune que ça, mais faisons un saut maintenant dans son futur, peut-être. Parce qu'il est question dans Quinquagenèse beaucoup de passion, d'amour, vous le disiez tout à l'heure, Valère, de reproches, de rancœur, enfin de toutes petites choses, pas forcément de rancœur, mais de toutes les passions humaines. En fait, on les retrouve dans ce recueil de poésie, et je pense qu'il y a ce lien affectif entre les deux textes, en fait. Les passions humaines et un besoin croissant d'introspection, de sérénité. Le texte Vitraux traduit cela. Ce que je préfère chez Dieu, ce sont les vitraux, pour peu que le soleil y joue. Je m'agenouille aussitôt, bras écartés, jouet de l'écrue des toges, le carmin des capes souples, les ocres des crinières et des encensoirs. Je fais rouler ma peau sous le rayon fusant des couleurs échauffées. Arlequin bleuité, à la bouche grambée, je veux bien croire à tout, même à des femmes en cercle fécondées par le diable. Donnez-moi des courbes de plomb gris, quelques carreaux aux couleurs vives, et je ferai de ce lieu ma maison, pour peu que le soleil y joue. Merci. Merci. On a entendu le lien encore plus étroit entre les deux textes, les deux passages. Merci beaucoup pour ce choix de poème. Quels sont, Sylvie, vos projets à venir en écriture? Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer quelque chose? Est-ce que vous avez des idées mais qui ne sont pas encore lancées? Racontez-nous un peu comment vous travaillez d'ailleurs. Comment vous écrivez? J'écris quand j'ai le temps. Comme Valère. Quand mon travail me laisse le temps. Mais j'essaie de me réserver des moments d'écriture réguliers. Quand l'inspiration est là aussi, parce qu'elle n'est pas toujours là, ou elle est là pas au bon moment. Et il y a j'ai des choses qui sont déjà écrites et d'autres qui sont en cours. Voilà.
vous en saurez peut-être plus. Et vous êtes, comme beaucoup, vous possédez un petit carnet avec vous pour le temps de la promenade, noter une idée qui pourrait d'un seul coup fulgurer, comme ça que vous procédez? Oui, Ou tout autrement peut-être? pas systématiquement, mais c'est encore une fois en marchant ou en voyageant, j'ai toujours un carnet où je note des impressions, ce que j'ai fait la journée, et puis aussi ce qui m'a marqué, les rencontres, les gens, la nature, enfin tout ce que j'ai. Comme Gracq, en lisant, en marchant? Voilà, un petit peu. En écrivant. Donc. Et vous, Valère, alors? Parce qu'on a parlé on a parlé de la nuit tout à l'heure, de temps d'écriture plutôt après le travail, et donc plus dans une ambiance nocturne. Vous êtes un animal de nuit? Oui, fondamentalement, oui. Parlez-nous de tout ce que vous faites dans le domaine musical. Oula, ça pourrait être très long, donc je vais parler de l'actualité, mais pas trop de l'historique. Domaine musical aujourd'hui, c'est des projets d'enregistrement, de clips et de chansons avec le groupe La Poupée du Loup. Voilà, qui étant aujourd'hui en demi-teinte, parce qu'on ne peut pas tout faire malheureusement, mais qui a connu son heure de grande vivacité en 2015-2014. On a été gagnant du tremplin national France Bleu, Paris à l'époque. Donc ça bougeait bien. Et là, on reprend un petit peu les rênes de cette affaire. On continue de travailler avec également un producteur balois qui, lui, nous place des morceaux de musique à Hollywood. Voilà, on arrive à travailler par ce biais-là, donc ça prend du temps. C'est pas évident de placer, mais une fois qu'on y est, c'est très gratifiant. Voilà, musicalement. Et puis, concernant l'écriture, je crois savoir que Vibration Édition a retenu un prochain volume, un recueil de poésie. Oui. Rappelez-nous les deux titres, en fait, puisqu'il est en deux parties. Donc, Le baiser du poisson et Par-dessus mon épaule. Voilà. Qui paraîtra probablement en 2022. Donc, pour l'auteur que vous êtes, ça peut paraître très lointain. Parce que je suis vieux déjà. Oui, en plus, oui, on sait bien qu'il y a un final countdown, mais quand même... La vie est farceuse parfois. Oui. Voilà. Ouais, donc il y a déjà un projet. Mais enfin, vous avez quand même beaucoup de projets. Vous écrivez beaucoup dans les revues aussi. Enfin, oui, dans des revues, des revues de textes. Oui. Donc c'est par phase. Hein, donc je soumets à des revues françaises, québécoises, canadiennes, belges. Et oui, je suis régulièrement publié. Oui, mais ça aussi, c'est gratifiant. Ouais. Mais c'est par pulsation, alors en fait, cette écriture. Oui, parce qu'il faut alimenter ce vecteur. Malheureusement, on n'a pas un jet d'écriture ininterrompu. Puis ça prend du temps. C'est de la correspondance, c'est du public relations. C'est pas. Oui. En fait, c'est l'à côté de l'écriture qui fait perdre du temps, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. On peut le comprendre. Sylvie, vous pourriez nous relire un autre passage du chemin de Santa Lucia? À cet instant, Julien donnerait tout pour être libéré de ses chaînes, des chaînes de son passé, et pouvoir librement glisser sa main dans celle d'Élise, laisser se refermer sur lui le doux piège de ces lianes qui l'étreignent, qui l'enlèvent, qui l'emportent loin dans une oasis à l'abri des tempêtes, et qui, par la force de leur amour naissant, étouffent ses angoisses. Elle seule parvient à faire taire sa douleur et sa haine, à l'entraîner sur les rivages d'un bonheur pur, intense, en dehors du temps, comme s'il n'avait pas de passé, comme s'il était né ici, à Paris, à Sainte-Geneviève, ce samedi après-midi où il avait bousculé ses livres. Mais le temps des rendez-vous qui marquent son engagement revient à toute allure. Le but l'obsède à nouveau. Julien voudrait tant enfouir ses blessures et bâtir son avenir sur une terre nouvelle et fertile. Combien il aurait aimé être réellement ce Julien Lanzac, ce garçon comme les autres, avec une famille, des amis, des études, des voyages, des soirées étudiantes, des petites amies d'un soir, et puis un jour quelqu'un, un jour elle, Élise, élue parmi toutes les autres. Non, il rêve, tout ça n'est pas pour lui. Il n'est pas Julien, il est Marco. Il a des comptes à rendre et il n'a pas le droit de l'oublier, de les oublier, de vivre sans les avoir vengés, de se laisser aller au bonheur ici, dans la ville de Julien, qui n'est pas celle de Marco, loin des senteurs épicées du maquis
et du goût âpre de la fuite. Cours, Marco, cours, dépêche-toi. Merci Sylvie. Alors, il est possible que nous ayons une question de nos internautes. Oui, alors, est-il important de vivre avant la vie de romancier ou en même temps une autre vie avec un autre métier ou d'autres arts? Ça s'adresse à vous deux, hein, vous pouvez y répondre. Est-ce que le fait de vivre autre chose que l'écriture, d'avoir un métier, comme disait Valère, qui nourrit, est-ce que c'est nécessaire pour pouvoir construire, alimenter justement votre écriture? Ou c'est deux choses totalement disparates? Si j'ai bien compris la question. C'est ça. C'est un peu difficile de répondre puisque c'est mon premier roman et je débute vraiment dans l'écriture, donc forcément j'ai eu une longue vie avant et je ne sais pas si... Oui, enfin, ma vie forcément influence et a de l'importance pour l'écriture. Maintenant, je ne sais pas si pour autant, effectivement, dans ce roman, il n'est pas question de traduction, par exemple. On ne sent pas du tout l'influence, enfin, je ne l'ai pas ressenti, en revanche, mais on ne ressent pas cette influence de la traduction. Donc, le fait est que le fait de traduire peut-être des choses très techniques n'est pas un enjeu pour l'écriture. Non, j'aurais très bien pu l'écrire en faisant un autre métier ou en ayant une autre vie, je pense. Parce qu'il arrive que des traducteurs littéraires, en revanche, eux alimentent, amplifient leur écriture, enfin voilà, améliorent même peut-être leur écriture par les influences d'auteurs étrangers. En traduisant, on est forcément amené à écrire. Enfin, traduire, c'est aussi écrire, réécrire, oui, mais de toute façon écrire. Donc ça peut aider dans l'action même d'écrire, la technique, mais... en tout cas, en ce qui vous concerne, c'est pas tout à fait... ça n'a pas d'influence. Voilà. Valère. Pas plus que pour moi. La logistique. Non, puisque c'est quand même des univers que j'ai toujours soigneusement cloisonnés par la force des choses. La poésie en logistique ne trouve pas trop sa place. On se doit d'être éminemment pragmatique. Donc tout le peu de pragmatisme dont je suis capable, je le consacre à mon métier. Voilà. Et puis voilà, à côté de cela, je fais travailler l'imaginaire pour le texte. Donc je ne vois pas de lien particulier ou privilégié. Maintenant, si je ne faisais que cela en H24, écrire, il faudrait forcément se nourrir quelque part, puisque l'inspiration, c'est un renouvellement perpétuel. Est-ce que ce que je suis amené à vivre humainement dans mon métier, puisque c'est quand même beaucoup de rapports humains fondamentalement, manager une équipe, manager un projet, c'est aller au-devant de l'humain, y être confronté. Donc ça, très certainement, c'est nourrissant. Maintenant qu'on en parle, oui, ça a dû m'aider ou me donner des axes de réflexion. Maintenant, non, je pense qu'il y a des gens qui n'écrivent, qui font que ça, qui ont la chance de pouvoir faire que ça et qui le font magistralement. Donc ça ne doit pas être sine qua non comme intention, je ne pense pas. Merci pour cette réponse. J'espère que l'internaute aura eu la réponse qu'elle attendait ou qu'il attendait. Alors, Valère, un petit texte. Alors, parvenir à la cinquantaine, c'est aussi se rendre compte de sa place dans la société et dans l'évolution des choses. Et on admet, par la force des choses, on admet un certain nombre de constats. Voilà, on se rend compte que son dentiste ou son médecin peut être votre fils. C'est tout à fait... Ouais, la première fois qu'on s'en rend compte, c'est pas évident. Voilà. On se rend compte que, dans l'amour aussi, il y a des étonnements. Voilà, on change de division. On change comme disent les footballeurs. Voilà. Et ce texte illustre un peu ça. Toute maturation n'est pas forcément très agréable à vivre, mais le but du jeu, c'est d'arriver à chaque fois de voir le côté plein du verre. Et c'est bon, mais on finit toujours par y arriver. Donc le poème s'appelle Dora. Il m'est arrivé un truc de vieux. Lors d'un moment triste, j'ai croisé un être lumineux, un bourgeon de 20 ans, répandant autour d'elle les vertus par poignées. Et soudain, bam, offense, je la veux. Mais je la veux pour mon fils.
telle une reine immense qui porterait en elle les sources telluriques de mon prolongement. Je la veux pour mon fils, pas pour moi. Pas pour moi. C'est un signe auquel il me plaît d'être attentif. Il m'est arrivé un truc de vieux con prêt pour l'analyse. Pardon, Dora F., merveilleux bourgeon de 20 ans, disparu aussitôt vers des lendemains qui chantent, et c'est tout à fait heureux. C'est magnifique, merci. C'est très beau. Très beau et assez amusant. Merci beaucoup. Sylvie, vous auriez un autre passage à nous lire? Ou c'est la question surprise? C'est un passage qui est un peu plus tôt dans l'histoire, mais bon, c'est pas gênant. Au début, Julien était méfiant avec les autres étudiants. Il ne voulait participer à rien avec eux. Il était étranger à cette vie artificielle qui lui avait été imposée et il ne pensait qu'à sa mission. Peu à peu, et surtout depuis qu'il a sympathisé avec Barry il y a un peu plus d'1 an, il se sent mieux dans sa nouvelle peau. Il étudie le droit avec plaisir et songe sérieusement à poursuivre, à aller jusqu'au bout. Maître Julien Lanzac, avocat au barreau de Paris. Mais quand Julien commence à se sentir heureux, Marco revient avec son genou en sang et la promesse. Le parfum acide des aiguilles de pin à Porto Cinto, sa mission. Il y tient plus que tous, c'est vrai, mais d'une manière différente, de moins en moins intensément au fil du temps. Il a aujourd'hui une autre vie parallèle et il craint qu'elle ne prenne le pas sur la première, ou plutôt il le souhaite, il ne sait pas très bien. Marco fait éruption dans la vie de Julien, dans les lignes de ses dissertations, et Julien traverse le chemin de Santa Lucia quand Marco s'arrête devant le petit soldat. Cours, Marco, cours, échappe-toi, glisse-toi dans la vie de l'autre. Ainsi, l'un devient l'autre, sans que l'un prenne le pas sur l'autre, sans que l'un fasse disparaître l'autre. Merci Sylvie, merci beaucoup. J'espère que ces passages que nous avons lus à destination des internautes facebookiens auront permis de donner l'envie de découvrir l'écriture de Sylvie Augic, une écriture tout à fait élégante, très belle. Et puis le chemin de Santa Lucia, effectivement, ça porte assez bien son titre, puisque c'est tout un chemin, tout du long, qu'on lit en un souffle. Et je veux dire, on n'a pas d'écueil, la lecture ne bute pas sur des descriptions excessivement longues, même si vous aimez beaucoup Zola, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, pas d'inquiétude dans ce registre. C'est vraiment un très beau texte. On va encore peut-être lire un peu de poésie. Allez, un petit texte de poésie. On parlait d'introspection tout à l'heure. Et oui, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui prennent de l'importance. Quelque chose, voilà, une fleur, une brise et un silence. Voilà. Pendant des années, on trépide. Voilà. Et puis maintenant, on cherche le silence. Parfait. Un silence, comme un champ de poudreuse, épargné par les hommes flèches à fuseaux phosphorants. Un silence ému, comme une pucelle à franges, oublié par la furie génésique des barbares. Un silence conscient de son privilège, nuage de mie blanche encore tiédi par l'oracle. Silence mousseux, tel le champagne que l'on désarticule, bulle après bulle. Un silence de cloître, toute nonne bue et chambrées à rebours. Ne reste plus qu'à me taire, et tout sera parfait. Merci Valère, merci beaucoup. Alors je pense qu'on va arriver presque au terme de cette présentation. Est-ce que nous aurions quelques questions des internautes? Est-il indispensable ou vital d'écrire, et qui plus est des livres, pour perpétuer la tradition et laisser un message dans le temps? Merci pour cette très belle question. Alors Sylvie.
oui, c'est évident que pour perpétuer une tradition, il faut des livres, il faut écrire, il faut des livres papier, il faut des textes, de l'écrit. Enfin, pour moi, c'est vital. Oui. D'accord, merci. Un aspect très important pour moi, oui, effectivement, et je ne le conçois d'ailleurs que par rapport, ne serait-ce que mes enfants, pouvoir être en mesure de leur laisser quelque chose, un témoignage écrit, un témoignage papier, de ce qu'on était, intellectuellement tout au moins, me semble important. Mais là, c'est l'amour de l'histoire et de la généalogie qui parle peut-être en moi. C'est très égocentré d'ailleurs, hein, comme volonté ou comme intérêt. On n'est pas tous à le partager, j'imagine, mais en tout cas, oui, pour moi, c'est une vraie victoire, oui. C'est un beau combat à mener. Et alors, donc on a parlé de l'écrit, mais tout de même, il y a aussi une dimension peut-être orale dans le partage, dans la tradition dont l'internaute vient de parler. Tout ne se fait pas nécessairement par l'écriture. La transmission peut être orale, effectivement, et c'est important aussi de raconter entre générations, que les générations se parlent et se racontent leur vécu, leur histoire. C'est parallèle à l'écrit, mais c'est vrai que l'écrit est important. Enfin, moi, je pense que l'écrit est important pour fixer la mémoire. D'accord, très bien. Et alors, je sors un peu du champ de notre conversation de ce soir, mais est-ce que vous avez encore, vous, la possibilité dans vos familles, dans les réunions de famille, de faire des conversations autour du feu pour raconter qui le grand-père, qui tel aïeul aurait fait ceci, cela? Des stamtiches. Comme ça, non? Des stamtiches, non? On dit, oui, peut-être. Oui, oui, moi je viens d'une famille où on parle beaucoup. Et j'ai vécu avec plusieurs générations. Pendant mon enfance, j'ai vécu avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Donc j'ai eu la chance et le bonheur de vivre vraiment cette transmission familiale. Et elle se perpétue, je pense. On essaye, en tout cas, de la perpétuer. Donc c'est peut-être ça que j'ai ressenti à lire Le chemin de Santa Lucia, où on voit bien qu'il y a quand même l'empreinte de la génération d'avant, malgré donc la disparition des parents, mais on ne va pas dévoiler l'ensemble du récit. Et donc cette présence d'une grand-mère, là, c'est ça en fait qui est rejailli. C'est pas innocent, enfin, oui. Teresa n'est pas un personnage, enfin, un personnage de fiction, mais pas que. D'accord, merci. Allez. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Par contre, j'ai beaucoup fait parler mon grand-père et j'ai intégralement noté tout ce qui... C'est une véritable enquête policière que j'ai menée auprès de lui. Et maintenant qu'il est parti, je m'accroche à ça comme à un trésor. Donc, si je puis me permettre un tout petit conseil, écoutez vos anciens, écrivez ce qu'ils vous racontent. Si ça ne vous intéresse pas sur le coup, fondamentalement, c'est pas dramatique, mais consignez-le par écrit. Protégez-le et transmettez-les aux générations qui viennent. Il y a toujours forcément quelqu'un que ça va intéresser, voire même passionner. Voilà. Et puis c'est une manière inespérée de ne pas mourir tout à fait. Voilà. De ne pas laisser mourir tout à fait les choses. Merci beaucoup Valère. Alors je pense qu'on va pouvoir conclure sur ce dernier mot, à moins que vous ayez, vous, des questions à poser aux internautes. Alors je rappelle que nous avons reçu ce soir Sylvie Wojcik, l'auteur de Le chemin de Santa Lucia, donc un récit court mais vraiment très dense et très bien écrit, très belle écriture, très élégante. Et puis nous avons reçu Valère Kaletka, que certains d'entre vous connaissent déjà, auteur en poésie, poète, compositeur, musicien, artiste, et qui nous a livré il y a maintenant 2 ans, quinquagénaise, donc vous pouvez déduire maintenant son âge, et c'est un très beau recueil qui a, comme je l'ai dit en introduction, qui a, comment dirais-je, intéressé le jury de la SGDL l'année dernière, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant à noter. Une belle écriture poétique. Là aussi, encore un souffle, un grand souffle que j'aime dans Quinquagénaise, en fait, c'est non pas le fait que ça me rappelle que je suis aussi cinquantenaire depuis peu, mais la passion, les passions humaines qui sont transcrites dans ces poèmes, et c'est vraiment très très beau.
Merci beaucoup à tous Merci, les deux Thomas. pour avoir accepté cette invitation. On voudrait remercier encore la librairie Kléber qui nous a accueillis pour présenter ces 2 ouvrages. Merci à toute l'équipe qui mène l'enregistrement. Et puis je souhaite à chacun une très belle lecture en compagnie de Sylvie et de Valère. À très bientôt. Au revoir. Merci.